Oh les guerriers, où êtes-vous? Je veux, j'ordonne, je commande et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Je veux, j'ordonne, je commande et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Je veux, je commande, j'ordonne et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Que le déshonneur, vaut mieux la mort 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 que le déshonneur, vaut mieux la mort. La République, c'est ce qu'on a de commun. Quand ils disent la chose publique, c'est ce qu'on a de commun. Je pense que dans chaque famille ou dans chaque maison, on a de commun. On peut avoir de commun la femme. C'est-à-dire que c'est un élément qui nous permet de dire quelque chose. Les armes du crime dans cette maison sont abritées. Les armes du crime avec le sang de populations africaines, avec le sang le noir de la planète, depuis Napoléon, De Gaulle, alors Napoléon Bonaparte. Réveille-toi pour nous dire la quantité de sang de peuple africain que vous aviez versé. Alors De Gaulle, réveille-toi pour nous dire. Je ne sais pas, après la manifestation du 31 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai eu l'impression, la nette impression que le dynamisme n'est plus ce qu'il en était autrefois. Réaliser la lutte pour la libération de l'Afrique n'est pas un dîner des galas. Réaliser la lutte pour la libération de l'Afrique n'est même pas ce que les gens appellent souvent l'art. Si vous voulez faire carrière parce que vous êtes... je ne sais pas, médecin, ou vous êtes architecte, ou vous êtes footballeur, ou vous êtes top modèle, il y a des efforts qu'il faut consentir, mais je vous rassure que ces efforts-là sont minimes et ne représentent rien face à des efforts qu'il y a à consentir pour libérer un peuple. Un peuple qui, vous le savez, a été soumis pendant de longues périodes, de longues décennies, de longs siècles, soumis dans la domination, soumis en esclavage, soumis... victime perpétuelle du colonialisme monétaire, financier, économique, tout ce que vous voulez, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile et que ça demanderait, si j'ose dire, beaucoup d'efforts. Dire peut-être la consécration, je ne sais pas si ça vaut encore, parce que si certains d'entre nous avaient compris que ce que cela représente, c'est quoi la consécration, je pense que ces discours que j'aimerais ou que je suis en train de tenir là n'auraient pas raison d'être. Mais il se fait que c'est très compliqué et que je ne sais pas quel est le mot qu'il faut chercher. Si le vocabulaire français peut encore m'aider à trouver un mot qui sera apte pour que l'on comprenne en fait les enjeux qui sont devant nous. Les générations passent, les générations africaines passent, chaque génération a connu, et bien évidemment chaque génération connaîtra les problèmes qui seront de sa génération, parce que les problèmes auxquels nous serons confrontés, du moment où le capitalisme continuera à survivre, du moment où l'impérialisme continuera à survivre, du moment où le colonialisme continuera à survivre, du moment où, dans le chef de certains, le seul moyen aujourd'hui rendu d'ailleurs quasi, le seul moyen officiel, si j'ose dire, que tout le monde a accepté, c'est que le monde ne peut plus continuer ainsi sans que l'Occident puisse avoir accès aux ressources. Si l'Occident n'a pas accès à vos ressources, ils ont dit clair et net que le monde va rentrer en péril. C'est-à-dire qu'on fera la guerre. S'il faut vous exterminer, on le fera. S'il faut vous déporter, on le fera. S'il faut vous tuer, massacrer, on le fera. Les exemples sont tellement nombreux que, voilà, depuis qu'on a commencé, les exemples sont tellement nombreux. Parfois, certains exemples sont des exemples que vous êtes en train de vivre quotidiennement vous-même, dans X et Y lieux. Donc, il s'est fait que cette lutte-là demande
permettez que je dise l'amour, le monde de l'amour. Je ne sais pas, peut-être, je prends l'amour aussi parce que beaucoup ici ont vécu personnellement l'expérience de l'amour. Vous avez aimé vos parents, vous avez aimé vos enfants, vous avez aimé vos conjoints, vos conjointes, vous avez aimé vos études. Beaucoup ont commencé, je ne sais pas, vous avez commencé à l'âge de 6 ans, 5 ans, 3 ans, jusqu'à 24 ans, 25 ans. C'est toute une vie ça, pour aller décrocher un diplôme, ou pour aller acquérir un nombre assez conséquent ou assez acceptable de connaissances. Mais il se fait qu'en ce jour, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas d'amour par rapport à ce que les Africains font. Non seulement les Africains, par rapport à ce que les gens font, par rapport à tout ce qu'on fait, on dirait qu'il n'y a pas d'amour. Et lorsqu'il n'y a pas d'amour, en amour, il n'y a pas de demi-mesure. En amour, il n'y a pas j'aime un peu, j'aime pas. J'aime à 10h, à 12h, j'aime pas. J'aime à midi, le lendemain, j'aime pas. Bon, quand on m'achètera une maison, je vais aimer. Quand tu n'auras pas ça, j'aime pas. En amour, il n'y a pas ça. En amour, on aime sans condition. L'amour est là, il existe comme ça. C'est l'infini, en fait, vous donnez tout ce que vous aviez. Après, les restes, c'est peut-être pour agrémenter la sauce que vous êtes en train de préparer, c'est-à-dire qu'agrémenter l'amour et tout. Mais l'amour, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'amour. Mais l'amour pour l'Afrique, j'ai l'impression aujourd'hui de pouvoir voir qu'il y a d'ambiguïté. Je ne sais même pas, pour certaines personnes, s'il faut parler de l'amour. Si les gens comprennent qu'il faut aimer l'Afrique. Si les gens comprennent que ce n'est qu'en aimant l'Afrique qu'on commence la vraie libération de l'Afrique. Que l'Afrique a des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes, des problèmes sérieux. Et je n'arrive pas à comprendre comment de gens peuvent vivre avec tous ces innombrables problèmes sans pour autant envisager un moyen de pouvoir solutionner ces problèmes. Sans pour autant envisager la possibilité même de pouvoir éradiquer tous ces problèmes et tous ces maux. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui anime les gens. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois philosopher, si je dois encore me retirer comme c'était autrefois, de pouvoir voir de loin le monde et de pouvoir travailler profondément pour voir réellement ce que les gens veulent, ce que les gens souhaitent. Les Africains sont les premiers à être des ingrats et à être des gens, si j'ose dire, virulents. Aujourd'hui, je prends ces temps parce qu'il y a un moment donné qu'il faut que certaines choses s'arrêtent. Si vous trouvez qu'il n'y a pas moyen de pouvoir vous engager dans quelque chose, ce n'est pas la raison d'attaquer les autres ou d'insulter les autres ou de faire la propagande nocive sur les autres qui les font. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de dire pour autant que ceux-là sont comme ça. Le gens ont dit que le MUDC a fait exprès, en mettant moi Zoulou en premier, de pouvoir organiser la marche du 31 octobre contre le franc CFA, le jour où, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait ces jours-là, c'était pour, j'ai fait exprès pour que les gens puissent constater d'eux-mêmes que les gens n'ont pas un niveau assez conséquent de conscience. Comment est-ce que je peux faire exprès sur un sujet pareil? Ce n'est pas moi Zoulou, ce n'est pas le MUDC qui a demandé la marche du 31 octobre. Le MUDC, nous sommes en train de porter les aspirations profondes de notre peuple. Et la marche du 31 octobre s'inscrit dans les aspirations profondes de notre peuple, dans la volonté manifeste de notre peuple de pouvoir résilier, de pouvoir mettre fin à certaines exigences et à certaines choses qui aujourd'hui fait que l'Africain n'est même pas considéré dans le cadre de la... si j'ose dire, dans le carré, pré-carré, là où on parle de la dignité, il n'y a pas d'Africain. La preuve est que quand il faut faire quelque chose sur l'Afrique, parfois les Africains ne sont pas même... comment on dit consultés. On le fait sans les Africains. Mais après, on vous dira, on le fait pour les Africains. On fait des choses pour un enfant parce qu'on sait que l'enfant n'est pas en mesure de comprendre ces genres de choses. Ou n'est pas en mesure de pouvoir suivre ce chemin. On fait pour l'enfant, pour que demain l'enfant pourra, voilà, suivre le chemin. Mais pour l'Africain, aujourd'hui, on continue de faire sans l'Africain, mais on dit pour l'Africain. C'est grave. C'est grave. Lorsqu'on commence quelque chose dans la vie, lorsque vous avez commencé vos études, vous avez eu pas mal de difficultés. Je sais, parce que je suis passé pas mal de difficultés. Ça n'a jamais été une raison pour vous d'abandonner vos études. Lorsque les femmes sont grosses, je ne suis pas une femme, je n'ai jamais été grosse, mais je peux comprendre, je peux voir, je peux même en témoigner, que les femmes aussi subissent des difficultés énormes. Mais deux choses, ça n'a jamais été une raison pour elles de ne pas parfois amener ces grossesses-là jusqu'au bout. Ça n'a pas aussi été une raison pour elles de renoncer définitivement à continuer
les mystères de la procréation. Elles ont continué malgré les difficultés énormes, malgré les complications, malgré les embûches, malgré les bâtons dans le roue. Les gens ont dit, les gens ont parlé, votre enfant ne laissera pas ceci, votre... mais les femmes, ils tiennent. Combien de fois on a dit que les femmes sont des sorcières, que les femmes sont méchantes, les femmes sont mauvaises. Mais les hommes n'ont jamais renoncé à continuer à aimer les femmes. Les hommes n'ont jamais renoncé à continuer à épouser des femmes. Combien de femmes ont été infidèles? Mais ça n'a pour autant pas été une raison pour que les hommes renoncent à l'amour à l'égard de la femme. Combien d'hommes ont été infidèles, ont trahi, ont trompé? Combien d'hommes ont battu leurs femmes? Mais ce n'est pas pour autant une raison que les femmes ont renoncé à continuer à chérir et à aimer les hommes. La vie est faite ainsi, mais le choix, l'homme n'est que homme, une personne n'est qu'une personne lorsqu'il a la capacité de pouvoir mener un choix à bien jusqu'au bout. Malgré les innombrables difficultés, malgré les innombrables dangers, il n'y a rien ici sur terre, rien dans la vie qui ne représente aucun danger. Il n'y en a pas. Tout ce que nous entreprenons, un danger. Ou tout ce que nous faisons, il y a toujours un danger. Mais ce n'est pas pour autant une raison de pouvoir lâcher prise. Ce n'est pas pour autant une raison de pouvoir dire « Oh, les uns ceci, les autres ceci, les autres comme ça ». Si vous n'êtes pas capable de faire ces choses-là, arrêtez d'accuser les autres de vouloir faire ceci, de vouloir dire ceci, de vouloir aller dans ce sens, simplement parce qu'ils ont eu l'initiative de pouvoir porter haut et fort les aspirations de notre peuple et les couleurs, les volontés manifestes de tout un peuple. Nous sommes tous unanimes que la monnaie est l'attribut de la souveraineté d'un peuple et que le franc CFA est une honte pour l'Afrique. Quasi unanime. Tous les Africains de partout. Et par le principe de solidarité, il est de notre devoir de travailler. Lorsque le Ghana était indépendant, Kwame Nkrumah disait aussi longtemps que l'Afrique n'est pas indépendante, le Ghana n'est pas encore indépendant. Il s'est engagé dans une lutte sans merci pour aboutir à la libération d'autres peuples. Les pères des indépendances africaines se sont mis main dans la main pour aller chercher l'indépendance de la Namibie, conduite par les camarades Sémou Djouma. Parce que les réfractaires des Portugais étaient les derniers à pouvoir donner les indépendances à leurs colonies. On y est allé. C'est le principe de solidarité. Et qu'il faut comprendre dans ce moment-là, je ne sais pas à quel moment nous donnerons nos énergies, nos forces et nos pensées pour la libération de l'Afrique. À quel moment? La vie ici sur Terre, elle est courte. À 70 ans, à 60 ans, peut-être c'est déjà fini. Tu n'as plus l'énergie, la volonté, la détermination qu'il faudra pour pouvoir inverser la tendance. Qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? Il faudrait pendant de l'âge de 15 ans jusqu'à 45 ans travailler pour l'impérialisme, permettre au colonialisme de pouvoir s'installer, s'enraciner. Un système qui continue à massacrer et à tuer, qui depuis belle lurette a commencé. Il faudrait utiliser tous les moyens pour empêcher ces systèmes de continuer à s'enraciner, d'être en bonne santé. Et le seul moyen, c'est que ceux qui ont compris doivent avoir le courage de pouvoir rompre, de pouvoir ne pas donner ni l'énergie, ni le temps, ni l'aura, ni la force à un système qui est en train, un système moribond, un système qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Mais ce système-là continue à tenir parce qu'il y a encore certaines personnes mal averties qui continuent à croire à toutes ces incongruités qui soutiennent tous ceux qui, aujourd'hui, font l'apologie de ces systèmes. Et c'est en cela que je veux que l'on entre aujourd'hui. Il est évident, je vais vous faire prendre un exemple. Réfléchissez en termes de proportion. Par la proportionnelle. Fidel Castro avait 80 hommes. Il est allé combattre une armée de 10 000 personnes. Et il a vaincu. 80 hommes pour combattre une armée de 10 000 personnes, je précise. Il a vaincu. Lorsqu'il quitte la Moncata, il rentre dans l'île pour aller. Il avait 80 hommes dans son bateau. 80 personnes. Et il est allé combattre une armée de 10 000 personnes, il a vaincu. Je vous parle de proportionnel. 80, je descends à 8. 8 hommes
Là où on était à 10 000, j'enlève, on descend à 1000. Donc quelqu'un qui marche avec une armée de 8 personnes est capable de vaincre une armée de 1000 personnes. Dans tous les pays africains, je dis bien dans tous les pays africains, tous les chiffres qu'ils vous donneront sont fausses. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est faux. Il n'y a aucune armée africaine qui ne dépasse 1000 hommes. Réguliers, forts, capables de donner leur vie. Parce que c'est ça l'étape suprême d'une armée. De donner leur vie pour défendre leurs convictions. Il y a certaines personnes que vous voyez dans ces troupes-là, qui tiennent des armes, qui sont en treillis. Mais il suffit que vous criez, vous aboyez comme des chiens, même, ils vont fuir, ils vont abandonner leur tenue. Parce que j'en ai vu l'expérience, j'en ai des documents énormes, des différents terrains, théâtres des conflits en Afrique, où beaucoup sont allés, mais il suffit juste qu'il y ait un vrai son. Ils ont abandonné leurs armes, ils sont partis. Donc parmi ces troupes-là que vous voyez, il n'y a pas plus de 1000 personnes qui sont capables de rentrer quelque part et de faire une action, c'est-à-dire de défendre ces territoires-là, bec et ongle, jusqu'à leur mort. Donc avec 8 personnes, on peut vaincre les armées africaines, quelle que soit l'armée de quel pays que ce soit. Je vous parle en termes de proportionnel. De 80 à 10 000, on descend de 8 à 1000. Donc 8 personnes, mais ces 8 personnes-là doivent être, si j'ose dire, au même diapason que les ennemis ou les adversaires qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire prêts à défendre leur territoire, prêts à défendre leurs convictions, prêts à mourir s'il est faut. Qui, ici sur Terre, citez-moi son nom parce que j'aimerais les rencontrer, qui ne sera pas capable, pardon, qui ne passera pas par la mort. Citez-moi son nom parce que j'aimerais les rencontrer. Moi, j'aimerais vivre éternellement ici sur Terre parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais le temps qu'ils mettent imparti, je sais que c'est un temps qui est court. Qui est cette personne-là qui a ses secrets de l'immortalité physique, qui sera capable de vivre ici sans passer par la mort? Même à ceux qui croient aux aventures merveilleuses de Jésus-Christ, il est passé par la mort. Qui est cette personne-là? Le temps qui nous est imparti est parfois court. Mais c'est que il faut savoir dans ces courts temps, dans ces laps de temps, pouvoir faire l'essentiel et le nécessaire pour l'Afrique. Parce que quand vous êtes en train de militer ou de combattre pour l'Afrique, c'est pour vous que vous vous battez. C'est pour vos descendants, c'est pour vos enfants. C'est ça qu'on appelle l'Afrique. C'est une réalité que vous êtes en train de vivre. L'humiliation, nous la vivons tous. La domination, nous subissons les conséquences. Les insultes, tout le jour, vous le savez. Tout le jour, nous sommes insultés. Il n'est pas fort besoin que quelqu'un dise « je n'aime pas les Noirs », tout ça. Ça, non, non. C'est le comportement que les gens affichent à nos égards. C'est les politiques que les gens votent. C'est les décisions que les gens prennent. Ce sont des insultes de tout le jour, des manques continuels de respect. Faudrait-il quitter l'Afrique? Je ne pense pas. Faudrait-il exterminer les Africains? Je ne pense pas. Mais il faudrait qu'il y ait au milieu de ces gens-là, ceux qui sont capables de pouvoir, à un moment donné, donner du sens dans la vie de tout le monde. Prendre un chemin, une direction qui permettra aux gens qui viendront demain de pouvoir au moins comprendre que l'humanité n'a pas été tout simplement peuplée des crétins, des destructeurs ou de gens qui sont sans vergogne. L'Afrique a un problème sérieux. Et l'Afrique a des médecins. Les médecins de l'Afrique, c'est les jeunes Africains. La jeunesse africaine a la capacité de changer la donne. Parce que la jeunesse africaine est la première cible de l'impérialisme et du colonialisme occidental. Sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Sur tout le plan. La jeunesse africaine, c'est-à-dire, c'est la ressource, si j'ose dire, même la prunelle de yeux de l'Occident. C'est sur eux qu'ils tablent. Ils n'iront pas comme ça manipuler facilement d'autres cieux, dans d'autres contraintes. Mais pour l'Afrique, ils savent que c'est possible. Et la jeunesse africaine, du moment où c'est comme une femme qui sait qu'elle est tellement aimée et qu'on court derrière elle, elle est capable d'utiliser ça pour pouvoir faire imposer ou faire accepter ses exigences ou ses conditions. Ce qui a d'ailleurs été la plupart des cas. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'on a pu voir. La jeunesse africaine a la capacité aujourd'hui, a les moyens de pouvoir inverser la tendance. La jeunesse africaine a même les outils
pour inverser la tendance. Mais qu'est-ce qui manque à l'Afrique de pouvoir rentrer dans le cercle fermé de la dignité humaine? Qu'est-ce qui nous manque? Quelle est cette volonté-là? Qu'est-ce qui nous manque? D'où viennent les blocages? D'où vient le problème? Quel est le problème? Pourquoi nous n'y arrivons pas? Pourquoi les gens ne veulent pas aller pour la libération de l'Afrique? Je vais vous parler parce que j'ai eu l'expérience, après la manifestation du 31 octobre, de pouvoir côtoyer certaines personnes. L'ambiguïté, l'ambivalence. L'ambivalence de ces gens-là, c'est une insulte grossière. La sincérité, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Je ne sais pas si la sincérité est mauvaise, mais c'est quelque chose qui est bien. Mais la sincérité, si on l'a pour soi-même, je pense qu'il en ira de soi. Partout où vous passerez, dans tout ce que vous ferez, vous marcherez avec la sincérité. Aujourd'hui, ça sera les nationalismes financiers. Nous rentrerons dans les nationalismes financiers comme l'on disait que nous avions deux piliers aujourd'hui avec les nationalismes africains que nous sommes en train de combattre. Le premier pilier, nous ne cessons de le dire, c'est celui de l'armée française, la présence de l'armée française dans notre chère et mère patrie l'Afrique. Dans le manifeste de MUDC, notre manifeste est la boussole. Parce que c'est ces manifestes-là qui tracent la voie, le chemin de tout ce qu'on aura à faire. Nos actions, nos réflexions, nos pistes de recherche, c'est ces manifestes-là. Et dans ces manifestes-là, au premier point, nous parlons du départ de l'armée française. Il y a 13 points dans le manifeste. Le départ de l'armée française constitue pour nous un pilier de la lutte que nous sommes en train de mener, de la libération effective de notre mère patrie. Parce que j'ai l'impression que les gens, je ne sais pas si c'est un blocage de réflexion ou une mauvaise foi de ne pas vouloir comprendre la vérité. Je ne vois pas comment vous pouvez combattre la dictature mise en Afrique sans pour autant combattre l'armée française. L'illustration du cas du Gabon est claire. Les fils Bongo avaient perdu les élections. Mais lorsque l'Élysée a téléphoné, ils ont dit donner l'ordre au général qui était là-bas. Parce qu'il y a tellement de bases permanentes, les bases militaires françaises au Gabon, qu'il fallait simplement faire quoi? Changer les résultats. L'opposant qui avait gagné les élections doit prendre les résultats du fils Bongo, et le fils Bongo prend ses résultats. C'est qui a changé la donne électorale. Et lorsque la donne, les résultats des urnes changent, c'est votre avenir qui a changé. Parce qu'on a utilisé vos voix en disant que c'est les Africains qui les ont votés. Et on fait tout derrière. Comment on ne peut pas comprendre que la présence, lorsque je parle des armées, ne regardez pas simplement de troupes, mais regardez tous les mécanismes qui sont mis en place. Les différentes institutions qui sont mises en place en Afrique, qui sont là et qui ont pour vocation de maintenir l'Afrique sous domination. Le colonialisme perpétuel dont les Africains sont victimes ne peut être brisé que si nous avons le courage d'aller face à cette armée et de leur demander de partir. Faire déguerpiller l'armée française de l'Afrique ne demande pas que les Africains puissent avoir des kalachnikovs. Faire déguerpiller l'armée française de l'Afrique, nous avions eu l'illustration avec ceux qui nous ont précédés. C'est possible, mais c'est une volonté manifeste, affirmée et avouée de jeunes Africains, de pouvoir pousser cette barbarie hors de notre mère patrie l'Afrique. Le deuxième pilier, je disais que c'est le pilier de l'oligarchie financière. Cette oligarchie financière qui se confond parfois avec la plutocratie. Ces mécanismes qui consistent à donner la possibilité à ceux qui sont riches, à ceux qui sont dans différentes entreprises, de se parachuter direct dans les exercices du pouvoir. Où les intérêts privés, les intérêts des multinationales se mêlent avec les intérêts de l'État. Ce qui fait que le monde a chaviré. Que même l'Organisation des Nations Unies, qui devait être l'agence capable de réguler les intérêts des peuples, le conflit, le respect, faire régner le respect du droit international, est en train de chavirer parce que même cette organisation est devenue esclave de certains financiers. Et l'oligarchie financière, telle qu'on le disait, c'était l'illustration de notre manifestation du 31 octobre à Clermont-Ferrand. D'où nous avions ouvert les portes de la Banque de France. C'est-à-dire tout est ouvert maintenant. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas et on a la possibilité d'aller mettre fin, en fait que ces machines-là ne puissent plus tourner. On peut le faire. C'est le deuxième pilier de cette lutte que nous menons. Nous avions voulu concentrer parce que la victoire dans cette lutte, ça se passera avec deux choses, la détermination et l'énergie. Ça ne sera que la détermination et l'énergie. Alors, il faut concentrer toute notre énergie sur l'essentiel. Au lieu de perdre nos énergies sur des questions qui seront là, mais qui n'apporteront rien, effectivement, à l'Afrique. Parce que le départ de l'armée française, c'est la vie de beaucoup d'Africains qui va changer.
Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Beaucoup de journalistes ont balancé d'ici et là des informations par rapport à l'armée française. Pas plus tard qu'hier, c'était au Burkina Faso. Parce que c'est le salaire qu'on donne aux militaires français, aux militaires américains, aux militaires allemands. Aujourd'hui, l'Allemagne est revenue en force. Les couples franco-allemands, avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique, c'est maintenant un retour en force. Parce que les Américains souhaitent que cette fois-ci, l'Allemagne puisse vaincre la Russie dans une guerre. Parce que l'Allemagne a perdu 2 fois. Adolf Hitler n'est qu'une pure création de l'Occident. Et toute idée qui sera contraire à ça, ce n'est qu'une forme de manipulation et de propagande. Adolf Hitler est une construction, une volonté de l'Occident de pouvoir avoir accès à la maladie que l'on disait autrefois, la maladie incurable de l'Occident, avoir accès aux ressources, nos ressources. La Russie présente ses enjeux. L'Afrique présente ses enjeux. Parce qu'il y a 2 périmètres simplement, où il y a une concentration énorme. J'ai dit bien énorme, qui ne figure même pas dans des documents et dans des ouvrages. Parce qu'un bon voleur ne dit jamais combien il y a dans la caisse, parce que vous ne saurez jamais combien il a volé. S'il vous dit il y a 10 millions, le jour où vous viendrez vérifier qu'il n'y a que 5 millions, vous aurez compris qu'il a volé 5 millions. Un bon voleur ne dit jamais ce qu'il y a. Dans tous les manuels historiques que vous avez, dans tous les manuels d'histoire que vous aviez, que tout le monde utilise, la quantité, le chiffre, le taux ou le pourcentage des ressources qu'il y a, ce sont les Blancs qui l'ont écrit. Ce sont les Occidentaux qui l'ont donné par rapport à leur recherche et à leur travail qu'ils ont fait. Ils ont donné ça parce que vous saviez par exemple, oh l'Afrique concentre 3% des ressources hydrauliques du monde. Parce que s'ils vous disent il y a 20%, le jour où vous aurez à vérifier, vous aurez compris qu'ils ont volé 17%. Donc ils doivent vous dire qu'il y a 3%. Alors que les 3% là sont mal gérés et sont maintenus aussi et contrôlés par eux. Mais les 17%, vous n'entendrez jamais parler de ça. Jamais parler de ça. Et c'est l'acheminement de cette lutte pour faire tomber les piliers de l'oligarchie financière. Et entrant dans ça, je disais que c'est le nationalisme financier. Nous verrons. J'ai choisi, c'est un choix. Il faut assainir les finances africaines. Mais pour assainir les finances africaines, il y a un choix qu'il faut faire. Ce chapitre qui vient de s'ouvrir, c'est un grand chapitre. Je pense même que ça nous conduira jusqu'à la fin de notre formation développée. Parce qu'il faut concentrer les énergies sur l'essentiel. Il faut concentrer les énergies sur l'essentiel. Et c'est sur l'essentiel qu'on ira. Je disais que les nationalismes financiers, premier point, ça sera les impôts, ce que j'appelle les impôts de libération. Deuxième point, ça sera les taxes sécuritaires. Troisième point, ça sera les taxes à supprimer. Ce sont des taxes de honte. Quatrième point, ça sera les impôts à supprimer. Il y aura à la fois des impôts à supprimer et à imposer. C'est un choix, je vous dis, parce que l'assainissement des finances africaines commence d'abord par une volonté qu'on aura de pouvoir boucher les sources de revenus mafieux. De pouvoir boucher les sources de revenus qui alimentent. Par rapport aux impôts de libération, on aura 9 impôts ici. 9 impôts de libération. 9 taxes sécuritaires. 9 taxes à supprimer et 9 impôts à supprimer. Ces mécanismes-là sont mis en place parce que l'Afrique doit répandre sa dignité. Ça touchera la vie de nos mamans, ça touchera notre quotidien, d'ici comme là-bas. Il faudrait maintenant commencer à s'intéresser sur des questions de notre porte-monnaie, de notre existence, parce que le monde tel qu'il est en train de fonctionner, c'est l'argent qui a été mis en place. La lutte pour la libération de l'Afrique n'a pas de prix, n'a pas besoin d'argent, mais a besoin du temps. Ceux qui s'engageront dans la lutte pour la libération de l'Afrique n'auront qu'à donner le temps. Ça n'a pas de prix parce que personne d'entre nous ne peut chiffrer ça et personne ne pourra sortir cet argent pour soutenir cette lutte. Mais elle n'a juste besoin du temps. Parmi ces impôts, je disais que les impôts de libération, on aura 9 impôts de libération. Le premier, c'est les impôts sur la langue. Nous devons imposer une forme d'impôt, une sorte d'impôt sur les langues, la francophonie, l'hispanophonie, l'arabophonie, la luxophonie, et que sais-je encore, sont des entreprises commerciales. Ce sont des mécanismes qui permettent aux patrons de ces entreprises-là de pouvoir avoir
si j'ose dire, l'influence et de pouvoir avoir une richesse inestimable. Donc l'Afrique, par notre sagesse et notre intelligence, aujourd'hui, les choses que nous sommes en train de voir, ce sont des choses, je pense que vous serez d'accord avec moi, que dans aucun programme universitaire on l'aura, même pas à Harvard. Ils ne peuvent pas nous apprendre ces choses-là parce qu'ils savent que ça va contre les intérêts du capitalisme et du colonialisme forcené dont l'Occident cherche à maintenir ad vitam aeternam notre chère et mère patrie l'Afrique. Nous devons imposer les impôts sur la langue. C'est-à-dire, nous parlons le français, nous parlons l'arabe, nous parlons le chinois, nous parlons l'espagnol, nous parlons le portugais. Mais il s'est fait que ces nations-là gagnent des millions et des milliards derrière du fait que les locuteurs africains parlent leur langue. On prendra comme référence les prix d'un kilo d'or, multiplié par le nombre de locuteurs qui parlent cette langue, pour imposer ces impôts. C'est-à-dire, les patrons de la francophonie doivent payer une sorte d'impôt à l'Afrique. Parce que sa langue est en train, a une influence dans nos vies. Sa langue est en train de changer nos vies. Or, l'Afrique doit avoir sa propre conception des choses. Beaucoup de gens disent que nous n'allons plus revenir en arrière. La colonisation a été faite. Alors, il faut réfléchir. Nous n'allons plus pleurnicher sur l'effet de la colonisation. Nous allons maintenant réfléchir par quels moyens sortir la mère patrie africaine de cette humiliation, de cette domination. Imposer les impôts sur les langues. Nous parlons leur langue et ils gagnent de l'argent. Mais ils doivent verser des impôts en Afrique. Nous regardons le nombre de locuteurs des Africains qui parlent arabe, qui parlent espagnol, qui parlent portugais. Nous multiplions ces nombres-là par le prix d'un kilo d'or et nous imposons à ces nations-là des langues. Ce sont des impôts de libération. Ça va nous libérer de la domination culturelle et linguistique de l'Occident. Parce que ces gens-là ne se focalisent que sur l'argent, en les imposant des impôts où ils doivent nous payer parce que nous utilisons leur langue, parce qu'ils gagnent par l'influence, par les rayonnements de leur nation. Le fait que nous parlons leur langue. Donc, l'imposition des langues, ils doivent payer ça. Deuxième impôt. Les impôts sur l'éducation. Toute nation, tout pays ou tout État qui a mis en place son programme scolaire en Afrique, dont le programme scolaire a été rédigé par rapport à ses intérêts, à son histoire, à son mécanisme, tel que le programme scolaire aujourd'hui des pays francophones, c'est rédigé à travers l'UNESCO, mais par la France. Et ces programmes-là, d'ailleurs, tous les Africains sont unanimes qu'il faut changer ces programmes d'éducation. Mais le jour où le MUDC appellera à la manifestation contre le programme scolaire qu'il y a en Afrique, les gens diront « Oh, moi, Zulu a fait exprès pour démontrer que les gens ne sont pas assez conséquents pour libérer l'Afrique. » Voilà le problème. Le problème est là. Aujourd'hui, on en parle. Tout le monde est d'accord que le programme scolaire, c'est un programme moribond. C'est un poison pour la destruction de l'éducation de nos enfants. Y compris même le programme qui est ici, mais à l'égard de nos enfants. Les cours d'histoire qui sont dispensés ici par rapport à nos enfants. Tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qu'il faut aujourd'hui que l'on commence à combattre. Et pour les combattre gentiment, avec toute intelligence et élégance, nous allons imposer les impôts sur l'éducation, qui revient à ce que tous les pays qui ont installé leur programme scolaire, leur programme éducatif, puissent payer des impôts aux pays africains. Troisième impôt, les impôts culturels. Toutes les nations et tous les pays dont les attributs culturels ont de l'influence chez nous, influencent notre jeunesse, influencent notre manière de penser, influencent nos marchés, nos économies. On doit leur imposer des impôts culturels. C'est-à-dire, le Coca-Cola est en train de rayonner en Afrique. C'est un instrument, un outil de la culture américaine. Les pantalons jeans est en train de rayonner. Les pantalons jeans sont en train de rayonner en Afrique. C'est un attribut de la culture américaine. Il faudrait que les Américains payent des impôts par rapport aux instruments de leur culture. Leurs outils culturels, les festivités, la musique américaine, la musique française, le cinéma français est en train de rayonner en Afrique. Il faudrait que ces nations, à un moment donné, je sais que des séries télévisées portugaises ont fait des succès, des cartons en Afrique. Des séries télévisées françaises ont fait des succès, des séries télévisées américaines. Alors que ces séries télévisées sont conçues selon le modèle de pensée américain. Pour pouvoir aliéner l'ensemble de notre peuple, pour pouvoir subordonner et nous rendre dépendants de leur mode de pensée. Donc la manière la plus intelligente aujourd'hui de lutter dans le nationalisme africain, dont nous rentrons dans l'approche du nationalisme financier, c'est de mettre en place un système d'impôts, imposer aux nations et aux pays dont l'influence culturelle rayonne dans nos contrées, une forme d'impôt culturel. Quatrième impôt.
les impôts industriels. Il faudrait imposer une sorte d'impôt à toutes les industries qui fonctionnent sur base des minéraux africains, à toutes les industries de transformation, qui transforment les minerais et les matières africaines. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un terme d'échange inégal qui régit la notion de coopération économique bilatérale entre l'Afrique ou multilatérale entre les pays africains et les pays du Nord. Et la notion de l'échange inégal fait que nous produisons les matières premières et les matières premières nous sont revendues à des produits exorbitants, à des prix exorbitants. Des produits finis nous sont revendus à des prix exorbitants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une manière très intelligente de récupérer une partie d'argent. C'est-à-dire il faut mettre en place un système d'impôt. Toutes les industries de transformation, toutes les industries même de recherche en matière de minerais, on doit leur poser des impôts. Du moment où ils font des recherches sur les minerais africains, parce que ces recherches alimentent aussi leur avancement technologique. Ces recherches permettent à la technologie du monde et à la technologie européenne, occidentale d'avancer. Or, lorsque la technologie occidentale avance, c'est des multimilliardaires, c'est des milliards qui rentrent dans des caisses européennes et occidentales. C'est des milliards qui rentrent dans des caisses européennes. Donc, il faudrait instaurer ce système d'impôt à toutes les industries, occidentales. Cinquième impôt. C'est des impôts qu'il faut imposer, c'est des impôts universels. C'est des impôts qu'on impose à toutes les personnes qui utilisent les concepts africains. L'autre fois, on parlait ici des Maasai qui sont en train de retrouver près de centaines d'entreprises qui aujourd'hui ont pris leurs concepts pour faire des milliards. Ce sont les entreprises qui utilisent des noms africains. Il faut leur imposer un système d'impôts. Ils doivent payer des impôts à l'Afrique. Parce que c'est une façon intelligente pour nous de récupérer une partie de notre argent qui aujourd'hui est produit par nous parce que c'est le fruit de notre savoir, c'est le fruit de notre propriété intellectuelle. Lorsque les Maasai ont mis ces concepts en place, ce sont des concepts qui ne sont pas tombés du hasard. Ce sont des modalités, des mécanismes qui ont été réfléchis et mis en place. Toutes les personnes aujourd'hui qui utilisent les modes de pensée africains, les modes d'organisation africains, les comptes africains pour faire des milliards à l'extérieur, c'est-à-dire partout où ils sont. Ce sont des impôts universels, des impôts qui ne sont pas simplement imposés à ceux qui viennent ou qui sont en Afrique, mais à ceux qui utilisent les ressources africaines ou les modes de pensée ou les mécanismes, les noms, les attributs africains culturels, les attributs culturels africains dans d'autres contraintes, dans d'autres cieux. Il faut leur imposer ces impôts. Sixième impôt, c'est les impôts médiatiques. Les impôts médiatiques, ce sont des impôts qu'il faut imposer à toutes les agences de communication, à toutes les agences de presse qui ont élu domicile dans notre chère et mère patrie l'Afrique. Ils doivent nous payer des impôts. RFI, France Inter, TV5, Canal+, BBC, tout, même les journalistes américains ou je ne sais pas quoi, qui vont en Afrique faire des reportages. Parce que ces reportages-là leur permettent de gagner des millions. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui parlent mal de l'Afrique, qui divulguent mal l'image de l'Afrique, qui nous traitent de tout, parfois des choses qu'on n'a pas fait. À ces gens-là, il faut imposer, il faut une sorte d'impôt. Il faut qu'ils payent des impôts aux nations africaines, aux concernés, c'est-à-dire de manière directe dans les États concernés. Il faut faire payer des impôts à toutes les agences de presse, à toutes les agences de communication européennes. Parce que ce sont des mécanismes qui permettent à leur nation d'être puissants et d'être riches. Parce que ces presses-là, c'est la presse occidentale qui a diffusé la position, par exemple, de Oussama Ben Laden. Ce qui a permis à ces nations de pouvoir aller le capturer et d'avoir accès aux ressources parce qu'il luttait peut-être pour empêcher les Américains d'avoir accès aux ressources afghanes. Ce sont ces agences-là qui ont permis de localiser Blé Goudé. Donc, en localisant Blé Goudé, ça donnait carte blanche à la France de faire ce qu'elle voulait faire en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour motiver la jeunesse africaine de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a tous ces mécanismes-là qu'il faudra imposer à ces agences-là, les imposer à eux. Une sorte d'impôt, les impôts médiatiques. C'est une façon très intelligente pour nous, comme l'on disait, le MUDC à la façon de Serena Williams avec nos actions que vous connaissez, mais aussi la façon de Serena Williams, de Venus Williams, pour pouvoir récupérer une partie d'argent. Ce sont des mécanismes qu'il faut que la jeunesse africaine puisse alimenter dans vos thèses,
des doctorats dans vos recherches, dans vos mécanismes, dans vos associations, créer des associations sur base de tels concepts. Dans vos dynamismes, donner à la jeunesse africaine une forme de dignité financière. Donner à la jeunesse africaine le goût de pouvoir entreprendre les challenges de demain. Parce que le monde de demain, c'est un monde de challenges. Et ces challenges-là, l'Afrique doit avoir tous les atouts possibles. Alors il faut commencer à donner à l'ennemi des coups forts. Forme d'impôts à ces gens-là. Si les États africains n'arrivent pas encore, les jeunes Africains doivent s'organiser à des structures, à des mouvements qui seront capables de faire pression à ces entreprises-là, à ces agences médiatiques de pouvoir verser des impôts. Leur porter plainte s'il le faut, créer des mécanismes qui permettront à pouvoir faire sortir la légalité, la légitimité et, si j'ose dire, la noblesse de la démarche qui est nôtre. Le 7e impôt, impôt sur le travail. Impôt sur le travail, ça sera des impôts qui seront imposés à tous les citoyens. À tous les citoyens ressortissants étrangers qui travaillent en Afrique. Il est touriste, je ne sais pas. Il est chercheur, il est journaliste, il est économiste, il est politicien, il est consultant, il est ceci. Ils doivent payer des impôts. Toutes les personnes étrangères de notre mère patrie, l'Afrique, qui travaillent là-bas. Mais ces impôts du travail, c'est aussi des impôts que doivent payer toutes les personnes qui font travailler des Africains. Aujourd'hui, on est en train de crier bêtement sur l'immigration africaine, sur l'immigration massive. On est en train de crier. Autrefois ici, j'avais dit que nous déclarons la guerre à la famille Le Pen. Vous avez vu comment est-ce que nous avions transcendé aller prendre en possession le domicile Le Pen. Ça, c'est un premier acte. Acte numéro 2, soyez branchés, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je disais que tous ceux qui font travailler les Africains partout au monde, ils doivent nous payer des impôts. Parce que le travail des Africains partout au monde tourne carrément à l'exploitation et à l'esclavage. Vous êtes d'accord avec moi que tous les Africains qui travaillent en France sont des esclaves? Vous êtes d'accord avec moi que tous les Africains qui travaillent aux États-Unis sont des esclaves? Parce que la proportion, réfléchissons en termes de proportionnel, de ce que cette entreprise-là gagne, de ce qu'Areva gagne. Hein? Areva a combattu. Areva, Bouygues, Alstom, ils ont combattu acharnement jusqu'à la mort le président Ahmed Sékou Touré, simplement parce que le président Ahmed Sékou Touré refusait de leur donner un espace qui concentrait des énormes potentialités énergétiques, des énormes ressources. Ils ont combattu Sékou Touré jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ces contrats que tous ces aventuriers qui ont succédé à Sékou Touré ont signés font perdre à la Guinée près de 37 millions de dollars américains. Or, prenez 37 millions de dollars américains, dispatchez-le parmi tous les Guinéens qui sont à l'étranger. Le nombre de Guinéens à l'étranger ne dépense même pas 5 millions. Alors si vous prenez 37 millions, vous divisez par le nombre de Guinéens qui sont à l'étranger. Tout citoyen guinéen sera capable de gagner 10 000 dollars, 15 000 dollars sans travailler. Rien que si les Africains rentrent dans une lutte effective de récupérer ce que Alstom arrive à prendre à travers les contrats miniers, les contrats bidons qu'ils ont fait signer au gouvernement guinéen. Or, quelle est maintenant la priorité de la lutte? Devons-nous aller travailler chez Areva pour gagner 5 000 euros? Ou devons-nous lutter pour récupérer ces contrats afin de récupérer les 37 millions? Parce que tout le monde gagnera et la partie qui restera servira à pouvoir mettre en place de grands projets et les priorités qui sont les nôtres. Parce que l'argent qui vient du FMI et de la Banque mondiale sont des priorités qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des priorités qui nous sont imposées. Ce sont des priorités qu'on nous donne parce que les Africains, il faut leur imposer tout, sauf rien. Huitième impôt. C'est les impôts imposés au gouvernement et aux ambassades qui sont en Afrique de manière permanente. Aujourd'hui, vous devez comprendre la vision claire de l'MUDC. Au lendemain de l'avènement du MUDC en Afrique, c'est-à-dire l'aboutissement de notre révolution et la concrétisation de notre révolution, la prise effective du pouvoir, avec toute sagesse, dans la mère patrie africaine, les ambassades occidentales et étrangères ne doivent plus rester de manière permanente chez nous. Vous êtes une ambassade, vous restez pendant une année, vous fermez, vous rentrez chez vous. On essaye d'évaluer la coopération bilatérale entre nous et votre pays. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On essaye de mettre en pratique ce qu'on a signé pendant l'année précédente. On essaye de redynamiser, de consolider parce que la présence permanente des ambassades occidentales chez nous, c'est un appel à l'ingérence. Ce sont des services secrets qui sont tout le temps au feu de l'information, qui tout le temps prennent des informations à temps et à l'heure. Or, vous savez que je vous disais, la lutte pour la libération de l'Afrique, ça sera le temps et non l'argent. Si on leur prive le temps de pouvoir prendre certaines informations, ils pourraient être en retard
de pouvoir faire certaines choses. Donc, il faut que les ambassades qui sont en Afrique, les ambassades qui sont là-bas, puissent être en Afrique de manière non permanente. Et ceux qui seront de manière permanente en Afrique, ils doivent payer des impôts. Payer des impôts aux gouvernements africains. Pourquoi vous êtes ici pendant une année? Pourquoi vous êtes ici pendant 2 ans? Il faut qu'il y ait un temps limite. Vous êtes ici pendant une année, vous rentrez d'abord chez vous, l'ambassade de la France là-bas ferme. Pendant 2 ans, ils reviennent encore. Ainsi de suite. Les ambassadeurs ne viendront que lorsqu'il y a des questions urgentes qu'il faut traiter. Lorsqu'il y a des questions qui demandent, qui exigent une coopération, je dirais, accrue et régulière par rapport à certains sujets. Là, on fait appel à ces ambassadeurs. Mais ceux qui seront là de manière permanente, les gouvernements qui se permettent de pouvoir s'ingérer dans les affaires africaines, c'est-à-dire, par exemple, le gouvernement belge a reconnu que la Belgique a une responsabilité morale, politique, je dirais même la responsabilité tout court sur la mort de Patrice Lumumba. Il faut que la Belgique paye des impôts au Congo. J'ai dit bien des impôts, parce que c'est une victoire sur la raison sur la barbarie. Et chaque victoire doit imposer aux vaincus une sorte d'impôt. Donc il faut que ces nations-là payent des impôts. Lorsque les Africains seront capables de démontrer devant la face du monde que Laurent Gbagbo a été le fruit d'un complot mis en place par l'Occident tout entier, il faudrait que l'Occident, l'OTAN, la France et les États-Unis payent des impôts. Et qu'en sera-t-il maintenant des ambassadeurs africains ici en Occident? La même logique s'applique. Les ambassadeurs africains ne viendront ici que lorsqu'il y a une exigence. Nous allons suivre les schémas tracés autrefois par nos ancêtres. Mes pensées vont au roi de Congo, Nzinga Vembakou, qui avait des ambassadeurs au Vatican. Mais ces ambassadeurs-là ne venaient que lorsqu'il y avait une exigence, lorsqu'il y avait une urgence, lorsqu'il y avait raison de pouvoir... Donc, la permanence des ambassadeurs africains ici aussi n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens. C'est de coûts financiers pour rien. C'est de l'argent pour rien. Cet argent-là devait être donné à nos mamans qui sont là-bas, qui sont à Bassan Koussou, qui sont à Bobo du Lasso, qui sont à Dakar, qui sont à Sikasso. Cet argent devait leur être donné au lieu de pouvoir payer le costume ô combien cher, ô combien élégant de tous ces ambassadeurs-là. Voilà, la même logique va s'appliquer vice-versa. 9e impôt, les impôts sur la vie. Tous les gouvernements qui ont travaillé pour ôter la vie des Africains, de manière, je dirais, générale, en masse ou de manière individuelle. C'est-à-dire, ceux qui ont travaillé, par exemple, pour ôter la vie à Thomas Sankara, les gouvernements qui ont travaillé, j'ai dit bien travaillé, ordonné, commandité, cautionné, doivent payer des impôts à l'Afrique. Des gouvernements qui ont travaillé pour mettre en place les razzias négrières, pour mettre en place les effets néfastes de la colonisation, pour mettre en place, monter des rébellions permanentes aujourd'hui qui fait payer par exemple à la République démocratique du Congo un prix inestimable. Tous ces gouvernements qui ont travaillé derrière, il faut leur imposer une sorte d'impôt. Si c'est un gouvernement africain, il paiera ses impôts au niveau de l'organisation, au niveau de l'État africain qui sera mis en place. Parce que ça ne sera plus des organisations, mais ça sera le gouvernement central de l'Afrique. Et pour ces des nations étrangères, ça sera pareil. Tous ceux qui ont travaillé pour ôter la vie des Africains. Et ces impôts-là, comme cela le dit, les impôts à la vie, ces impôts seront payés à vie. Ils les paieront à vie du moment où tu as ôté la vie de quelqu'un parce qu'ils n'ont pas la magie de pouvoir amener quelqu'un à la vie. Si réellement les nations occidentales et les nations juives étaient les héritiers par excellence de Jésus-Christ, je leur demanderai aujourd'hui de ressusciter Kwame Nkrumah, de ressusciter Thomas Sankara, de ressusciter Lumumba. Comme ils n'en sont pas capables, ils paieront les impôts à vie. Les taxes sécuritaires. Ces taxes sont mises en place pour sécuriser nos États. Ces taxes sont mises en place pour sécuriser l'Afrique, pour sécuriser nos politiques, pour sécuriser nos pensées, pour sécuriser nos approches. Ce sont des taxes qu'on va mettre en place, disposer, que les gens vont payer. Ils vont les payer. Il faut que ces taxes-là rentrent en vigueur. Si les gouvernements africains, les soi-disant gouvernements africains sont en train de traîner, il faut que la jeunesse africaine, je recours à vous, la jeunesse africaine, vous qui êtes présents au Mali, vous qui êtes présents à Bobo du Lasso, vous qui êtes présents à Nairobi, vous qui êtes présents aux États-Unis, à Paris, en Turquie, Arabie Saoudite, partout. Concentrez-vous comme des vrais intellectuels, comme des gens qui réfléchissent. Les intellectuels, ce ne sont pas des gens qui vont perdre leur temps à l'université.
Les intellectuels, ce sont des gens, que ce soit à l'université, ou à la maison, ou dans les théâtres, ou autour du feu en Afrique, qui réfléchissent et qui posent des bonnes questions. Si vous êtes dans les universités, posez-vous de bonnes questions. Constituez-vous en force, car la jeunesse africaine est aujourd'hui capable de pouvoir inverser la tendance. Croyez-moi, nous avons les outils et les moyens nécessaires aujourd'hui pour inverser la tendance. Et l'Occident ne gagnera pas la guerre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que si l'Allemagne, comme le couple franco-allemand, je vous disais, va prendre maintenant possession de la République démocratique du Congo, l'Occident veut déclencher la guerre face à la Russie. Et l'Occident s'est dit, cette fois-ci, que l'Allemagne gagnera la guerre. L'Allemagne ne gagnera pas parce que la victoire de l'Allemagne, ça sera la suprématie de la race blanche sur la race noire. Et de manière officielle. Parce que c'est toujours les Allemands qui ont divisé, comme vous le savez, la conférence de Berlin. C'est les Allemands. Si aujourd'hui les Allemands sont revenus en premier, je vais vous dire une chose. C'est en Allemagne qui était placée la division du monde. Le mur de Berlin. Le mur de Berlin est tombé, le monde est devenu autrement. Lorsque le président Mandela sort de la prison, il dit à Jonas Malero Savimbi, le moment est venu que tu dois arrêter. Tu dois arrêter parce que nous ne sommes plus à l'époque où le monde était divisé. Jonas Malero Savimbi n'avait pas compris qu'il n'était plus une priorité pour les Américains. Vous avez vu comment il a fini. Abattu comme ça, comme un coq d'ailleurs qui était son symbole. Donc, c'est toujours l'Allemagne qui a joué cette partition de fait. C'est toujours l'Allemagne. Et aujourd'hui, suivez bien la lecture du monde. Parce que l'Allemagne a dit clairement deux choses. Nous ne commettrons jamais l'erreur qu'on a commis autrefois, d'avoir permis à la Chine de devenir une nation développée, démocratique et puissante. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit pas accéder à ça. Et les signes, les prémices de ça, je vous dis que l'Allemagne est autorisée, l'interdiction qui a été faite après la Deuxième Guerre mondiale, bien qu'elle continue, mais maintenant c'est de manière officielle. L'Allemagne est autorisée de revenir sur le champ du combat militaire, sur le champ d'action. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que l'alliance franco-allemande a été scellée ici sous la bénédiction d'un groupe Eagles, d'un groupe rock américain au Bataclan, là où il y a eu tous ces fantaisies que vous connaissez. Il s'est fait que, à travers ces choses-là, Barack Obama était le premier de tous les présidents à s'exprimer. Eagle, parce que Barack Obama est considéré comme l'aigle du monde. Et le groupe en question s'appelait l'aigle. J'ai parfois l'habitude de faire des rapprochements, les gens disent comment il fait ça, mais c'est simple pour lire le monde et comprendre l'essence des événements. C'est ça qui nous permet d'avoir toujours un pas d'avance sur eux. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à nous avoir. Ce qui fait que si l'Afrique suit la dynamique, nous vous garantissons une libération effective de notre mère patrie, l'Afrique. Donc, l'on disait que ces taxes-là, ils doivent le payer. Première taxe, taxe militaire. Des taxes militaires sont des taxes qui paieront régulièrement toutes les armées européennes et occidentales étrangères qui seront chez nous. Toutes ces armées-là qui s'entêtent doivent payer des taxes. Ça sera des taxes militaires. Des taxes qui doivent nous payer. Ils doivent payer à notre peuple ces taxes. Aux gouvernements africains, ils doivent leur payer ces taxes. Des taxes militaires. Il y a énormément de bases militaires étrangères en Afrique. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous le disais, le camp colonel Tchachi, qui est un camp très stratégique, parce que lorsque François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing ont voulu déplacer l'Élysée en l'amenant vers la place des Invalides ou vers le château de Vincennes, c'était parce qu'ils voulaient la discrétion. La discrétion, loin des regards indiscrets. La possibilité d'avoir un hélicoptère qui pouvait atterrir et monter sans problème. Et les camps Tchachi au Congo offrent ces potentialités-là et ces possibilités. Les camps Tchachi au Congo ouvrent vers l'un des plus grands fleuves du monde, le fleuve Congo. D'où les sous-marins de certains pays qui sont adaptables au fleuve, ou certains, pas forcément de sous-marins, de certains chars amphibies peuvent être là-bas tranquillement sans que personne ne puisse le voir. C'est ce qui se passe maintenant au Congo. C'est pourquoi l'aventurier Joseph Kabila, qui est au pouvoir au Congo, a vendu les camps colonel Tchachi. Et il s'est fait que l'Allemagne a pris possession de ça. Et la carte militaire de la France, regardez la carte militaire de la France, fiche du Sénat français, vous verrez que la France va se positionner de manière extraordinaire en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo est le deuxième pays francophone du monde. Il s'est fait qu'elle assure la richesse, le rayonnement et la puissance du monarque français, donc du président français. Donc c'est ça qui va se passer. Les couples franco-allemands vont faire ça. Et là, ces taxes-là doivent être imposées. Des taxes parce qu'il y a leur présence militaire, parce qu'il y a leurs troupes là-bas, parce qu'il y a leur base militaire. Donc il faudrait que ces taxes-là soient imposées à tous ceux qui auront leurs armées en Afrique. À tous ceux qui vont
faire du continent africain, de la mère patrie africaine, un théâtre des opérations militaires. Donc il faut qu'ils payent des taxes. À chaque fois qu'ils utilisent l'Afrique comme base, à chaque fois qu'ils utilisent l'Afrique comme base d'une lutte, comme autrefois je vous disais, la lutte entre la guerre froide, l'Afrique a été utilisée comme base, et pour les capitalistes, et pour les communistes. Donc toutes ces armées et tous ces mouvements des guérillas, tous ces inspecteurs, toutes ces présences-là doivent payer des taxes. Deuxième taxe. Taxe monétaire. Imposée à tous les pays et les nations dont la monnaie circule librement en Afrique. Dont la monnaie est même symbole de référence. Vous savez que les dollars américains comme l'euro sont des symboles de référence en Afrique. C'est-à-dire que du fait que ces monnaies-là inondent nos marchés, du fait que ces monnaies-là sont en train aujourd'hui de prendre l'ascendant sur les monnaies aujourd'hui en train de pouvoir bouleverser les équilibres de balance de paiement, les équilibres des finances africaines. Donc dans notre optique de pouvoir assainir les finances africaines, il faudrait imposer ces impôts. Les impôts qui feront en sorte que toute la marge de manœuvre que gagnent ces pays-là à travers leur monnaie, à travers la surenchère financière et monétaire qu'ils font par rapport aux monnaies africaines, que l'on puisse le récupérer par des taxes imposées. Ça sera là les préalables aujourd'hui de la libération de notre mère patrie d'Afrique. La jeunesse africaine doit combattre que le nationalisme africain est le chemin de la libération. Le nationalisme africain n'est pas, comme nos détracteurs veulent le faire croire, une affaire des nègres ou des noirs contre les blancs. N'est pas une affaire de race. Le nationalisme africain, c'est l'appartenance à la dignité. Lorsque Che Guevara combat pour que la richesse du peuple de l'Amérique latine revienne à ce peuple-là, c'est du nationalisme. Mais ce nationalisme-là n'a jamais été contre la race. Mais ce nationalisme-là a été contre l'impérialisme parce que c'était un cancer. Mais les impérialistes et les colonialistes ont une manière très subtile de pouvoir faire détourner les choses en passant à se faire. Troisième point, on a les taxes audiovisuelles. Les taxes audiovisuelles, c'est les taxes qui seront, c'est très spécifique ça. Toutes les radios, stations de télévision, dont l'audimat dépasse la barre minimum de 15% des ménages africains. Ils doivent payer des impôts à l'Afrique. Donc, c'est des taxes audiovisuelles. Troisième point, taxes audiovisuelles, c'est très spécifique. C'est-à-dire, tous les radios, stations radio, les télévisions, dont l'audimat en Afrique dépasse la barre minimum de 15% des ménages. C'est-à-dire qu'on prend un territoire, on prend, si cette télé-là et cette radio est suivie dans 15% des ménages, il faut que la radio, la station, la télévision en question paye des taxes. Taxes audiovisuelles. Taxes institutionnelles. Quatrième point, quatrième taxe, taxe institutionnelle. Il faut imposer la taxe institutionnelle à toutes les institutions internationales. Toutes les institutions internationales qui sont et qui ont des sièges, même pas des sièges, mais qui sont en Afrique, qui ont des bureaux, qui ont des représentations. La MONUSCO doit payer la taxe. La MONUSCI doit payer cette taxe. L'ONU, la Banque mondiale, le FMI, toutes ces institutions internationales doivent payer des taxes. L'OTAN, toute l'Union européenne, leurs agences, leurs sièges, leurs représentations doivent payer des sièges. Une fois qu'ils sont en Afrique, ces institutions-là doivent payer des taxes. Parce que ce sont ces institutions-là, si vous le savez, qui mettent en place des politiques économiques qui aujourd'hui bouleversent notre mère patrie l'Afrique. Des politiques aujourd'hui qui font en sorte que certaines choses que l'on devait faire, qui devaient être nos priorités, ne sont plus nos priorités. Ne sont plus nos priorités parce qu'eux ont décidé qu'il en soit ainsi. Ils ont décidé qu'il en soit ainsi, donc il faudrait leur imposer des taxes. Parce que c'est le contrebalancement, c'est le contre-pouvoir. Il faut toujours créer un contre-pouvoir pour ne pas leur laisser main libre de pouvoir tout faire. Demain, hier, l'Union européenne peut tout décider, comme l'Allemagne est en train aujourd'hui de tout décider, comme l'information qu'on vient de nous donner là, que l'Allemagne, les militaires allemands doivent aller au Mali, sous la demande de la France. Donc le couple est en train de se consolider. Parce que les Américains ne veulent plus que les Français aillent seuls. Donc ils iront maintenant avec les Allemands. Or les Allemands, vous savez les massacres qu'ils ont commis en Namibie. Vous savez le massacre, les exterminations des peuples Herero qu'ils ont commis vers la Namibie, Botswana et autres. Tous ces gens-là et ceux qu'ils ont commis à travers leur idiotie de la civilisation, venir civiliser les races inférieures de l'Afrique. Donc ces mécanismes-là font que il faut imposer aux institutions internationales qui cautionnent ces politiques, qui appuient les renversements des régimes, qui légitiment des régimes qui sont contre la volonté populaire des Africains. Il faut que ces institutions nous payent des taxes. Il faut leur imposer des taxes
la taxe institutionnelle. Taxes sanitaires. Les taxes sanitaires sont des taxes qui seront imposées à tous les hôpitaux qui pratiquent des médecines qui ne sont pas émanation de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de les pratiquer, mais ils doivent payer des taxes. Tous les laboratoires qui produisent et qui fabriquent des produits pharmaceutiques, tous ces laboratoires-là qui produisent et qui fabriquent des produits pharmaceutiques européens, occidentaux, qui viennent chez nous, qui sont consommés à bon escient chez nous, qui aujourd'hui ont pris le marché de la pharmacopée chez nous, il faut leur imposer des taxes. Imposer des taxes à tous ces laboratoires-là qui parfois font des produits justement pour des raisons de recherche et qui aujourd'hui a occasionné beaucoup de pertes de vies humaines, mais l'Afrique n'a pas de moyens pour se défendre. L'Afrique ne peut pas pleurer nulle part au monde et toutes ces nations-là, eux aujourd'hui, ils prospèrent, ils continuent parce que personne ne peut leur remettre à la raison. Ils essayent tout. Quand il faut chercher des cobayes, c'est en Afrique qu'ils passent en premier. Il y aura des taxes qui seront fixées au cas par cas. Par exemple, un produit pharmaceutique qui est vendu à 1 euro. Non. Un produit pharmaceutique qui est vendu à 1 euro n'est pas arrivé c'est pas un seul produit qui est venu, c'est pas un seul carton. C'est des milliers de tonnes qui sont arrivées, mais l'unité est vendue à 1 euro. Donc ce qui fait que les tonnes là qui sont arrivées doivent être taxées. Avant que lui ne rentre en vente, même s'il vend ça à 50 centimes. Même s'il vend ça à 0 cents des francs CFA ou de la monnaie africaine. Donc, ils doivent payer des impôts. Parce qu'ils gagnent des milliards, de sur-milliards. C'est ce qui fait que ces nations-là continuent à prospérer. Il faut creuser des écarts entre ceux qu'ils appellent des riches et des pauvres. Et l'Afrique, la jeunesse africaine a la responsabilité d'innover, de trouver tous les moyens possibles pour rentrer dans ces champs-là de la conquête du pouvoir financier. Les taxes administratives. Ici, j'ai parlé, là, il y a des impôts où j'ai parlé sur des ambassades et des gouvernements. Là, c'est des taxes administratives imposées aux consuls. C'est-à-dire, chaque visa qui est décerné ou attribué à un ressortissant africain pour venir ici en Europe, les pays en question doivent payer des taxes en Afrique. Vous donnez votre visa français à 15 jeunes Maliens, vous devez payer des taxes. Ces taxes-là, ce n'est pas des taxes générales, c'est des taxes spécifiques par rapport au visa que vous attribuez à nos concitoyens, que vous fassiez partie, que vous êtes en train de provoquer des débats. C'est-à-dire à chaque fois que les jeunes Africains quittent l'Afrique, à chaque fois qu'un commerçant quitte l'Afrique, la personne a un visa. Pour le visa en question, il faut que la chancellerie en question paye des taxes. Il doit payer des taxes pour ces visas-là. Pour le visa qu'il a dispensé, qu'il a distribué aux ressortissants africains qui quittent la mère patrie pour venir ici en Europe. Donc, il faut imposer ça comme taxe. Le taxe de souveraineté. Ce sont des taxes imposées que l'Afrique doit imposer à tous ses partenaires. Européens, toute forme de partenaire. Là, ce sont des taxes de souveraineté. Ces taxes-là, imposées à tous les pays qui privent à l'Afrique sa souveraineté. Tous ceux qui travaillent contre les intérêts, qui bafouent le droit et les libertés fondamentaux, qui bafouent les principes fondamentaux du droit international. Tous ces pays-là, il faut leur imposer une forme de taxe. La récompense financière sera ça. C'est-à-dire, vous participez à une décision qui a remis en cause une décision émanation de la souveraineté de l'Afrique. Vous payez des taxes à l'Afrique. Et dans ces textes-là, justement, il y a aussi des ONG qui peuvent être inclus dedans. Des ONG, parce que les ONG aujourd'hui prennent des décisions politiques qui aujourd'hui, si j'ose dire, privent au gouvernement une partie de leur pouvoir. Mais ce n'est pas parce que ces gouvernements-là le veulent. C'est parce qu'il y a des injonctions venues de là-haut à travers des institutions, des mécanismes internationaux qui imposent aujourd'hui. C'est là où on parlait l'autre fois de décentralisation, là où on parlait de ces ONG qui se sont quasiment transformés même en agences de renseignement, qui aujourd'hui vont en Afrique foutre le bordel. Quand il s'agit d'un fils de filles dignes qui défend les intérêts de la mère patrie, ils vont critiquer Mugabe, ils vont dire tout sur Mugabe. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est en train de défendre leurs intérêts comme Alassane Ouattara, qui, comme bon le semble, ils ne vont pas le critiquer. Quand il s'agit d'une personne comme Kabila, ils ne vont pas en parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, forme de taxes de souveraineté. À chaque fois que votre décision viole, bafoue la dignité et la souveraineté de notre peuple, on vous impose une taxe. C'est cette taxe-là, condition préalable pour la reprise de toute coopération.
8e taxe, taxe des dignités. C'est une taxe, la taxe des dignités est une taxe imposée à toutes les institutions judiciaires qui jugent les Africains hors de leur sol. Tous ceux qui jugent les Africains, ceux qui sont en train de juger Laurent Gbagbo doivent payer une sorte de taxe à l'Afrique. En attendant qu'on trouve la probabilité et le moyen de pouvoir mettre fin à cette institution, de pouvoir empêcher en ce que les fils dignes de l'Afrique soient jugés là-bas, tout court, que les Africains soient jugés à l'extérieur, de pouvoir empêcher ça, nous allons procéder schématiquement avec la mise en place d'une taxe judiciaire. La taxe judiciaire, c'est-à-dire imposera à toutes les institutions juridiques. Oh, la Belgique a le droit de compétence universelle internationale de juger tout citoyen comme ils ont voulu juger les cas Nabré. Vous payez la taxe à l'Afrique. Vous voulez juger Jean-Pierre Bemba, vous payez la taxe à l'Afrique. Vous voulez juger Laurent Gbagbo, vous payez la taxe. Vous voulez juger Bleu Goudé, demain vous voudrez juger je ne sais qui, vous payez la taxe. Toutes les institutions judiciaires. Oh, Eva Joly, lorsqu'elle était un juge d'instruction, s'acharne sur l'affaire Elf. L'affaire Elf, il y avait entre mélange ceux de l'Occident et de l'Afrique. Mais du moment où elle met en accusation un fils d'Afrique, une fille digne d'Afrique, une fille tout court d'Afrique, ils doivent payer des taxes. C'est des taxes judiciaires imposées à tous ces mécanismes-là. Vous faites rentrer un procès contre un fils africain, ici en Europe, dans vos institutions judiciaires, dans vos institutions, vous payez des taxes aux Africains. Pour avoir osé ou pour avoir mis en place ces mécanismes-là qui consistent à pouvoir juger les Africains, je ne sais pas de quel droit, alors qu'ils n'ont pas été encore jugés sur des crimes perpétuels qu'ils ont commis depuis des temps et jusqu'à ce jour. Taxe des maternités. Ah, ça c'est compliqué. La taxe des maternités, c'est une taxe qui serait imposée à tout citoyen étranger qui aura un enfant avec une femme africaine. Si l'on vous dit des raisons sécuritaires, vous dites « Ah non, nous ne sommes plus à l'époque où ceci, c'est là. » Il faut... D'accord. Mais tout citoyen étranger de l'Afrique qui aura un enfant avec une femme africaine doit payer des taxes. D'ailleurs, c'est dans des traditions. Tu dois payer des taxes. Tout citoyenne ou femme étrangère qui aura des enfants avec un homme africain doit payer des taxes à l'Afrique. C'est la taxe des maternités. Cette taxe-là, si elle n'est pas respectée, en cours de décisions graves. Donc, il faudrait que la jeunesse africaine puisse comprendre la raison pour laquelle nous sommes en train de mettre ces taxes-là. Il faudrait que les gens travaillent conséquemment. Parce que vous savez que les gens ont parfois la flemme ou l'incapacité de pouvoir travailler et réfléchir. À chaque fois qu'ils voient des choses comme ça, ils survolent. Après, ils vont dire « Ah, ils sont en train de demander ceci. Ah, ils sont en train de chercher ceci. Ah, ils sont en train de préconiser ceci. » Nous sommes en train de dire que la mise en place de ces taxes-là rentre dans le cadre du nationalisme financier. Et le nationalisme financier est pour nous, comme vous le savez, avec notre vision politique, notre vision économique qui consiste aujourd'hui à mener l'Afrique vers le nationalisme africain. Parce que le nationalisme africain, c'est la libération de l'Afrique du joug du colonialisme et de l'impérialisme et de l'exploitation perpétuelle. Il n'y a que le nationalisme africain qui peut permettre aux Africains de récupérer leurs richesses et d'avoir un semblant de dignité. Donc voilà ce qui en sera des taxes pour la maternité. Troisième point, des taxes à supprimer. Il y a des taxes aujourd'hui qui ne servent plus à rien, qui alimentent certains foyers de conflits, qui aujourd'hui bouleversent l'équilibre de certaines choses. Et ces taxes-là méritent aujourd'hui d'être supprimées. Premier point, les taxes politiques. Les taxes politiques. Aucun Africain ne doit se permettre de payer des taxes pour enregistrer son association ou son parti politique. Aucun Africain ne doit payer des taxes pour être candidat quelque part. Vous voulez être candidat quelque part, il faut enlever ces taxes. Parce que vous êtes en train de permettre aux lobbies mafieux de pouvoir mettre leurs candidats et leurs champions au pouvoir. Ceux qui ont signé énormément de contrats et qui aujourd'hui bénéficient des milliards émanations de nos ressources et de nos richesses vont à leur tour créer leur réseau pour financer leurs poulains. Il faut bloquer la politique hollywoodienne. Il faut arrêter de faire des élections africaines et de la classe politique africaine un vaste conglomérat des aventuriers opportunistes assoiffés d'argent et du pouvoir. Il faut arrêter ça. Et le seul moyen par excellence où on peut déjà commencer à pouvoir commencer à tabler avant que les mesures que nous sommes en train de préparer viennent remplacer cela, il faut supprimer toute forme de taxes politiques. Vous voulez enregistrer votre parti politique,
vous voulez vous engager candidat quelque part, il faut supprimer ces taxes-là. La jeunesse africaine doit militer parce qu'il en va de soi de votre avenir aussi. De votre avenir parce que la jeunesse africaine n'a pas bénéficié, ne bénéficie guère de ses ressources et de ses richesses. Comment est-ce que vous allez arriver à pouvoir vous lancer aujourd'hui dans des candidatures? Nos pères autrefois ont été des propriétaires parce qu'on a récupéré nos terres lorsqu'ils appartenaient aux Occidentaux. Mais aujourd'hui, combien de jeunes Africains aujourd'hui sont propriétaires chez eux? Quelles sont les politiques mises en place par l'État pour permettre aux jeunes Africains d'être des proprios? Il faut que ces mesures que nous sommes en train de prendre, que la jeunesse africaine le porte à cœur, parce que ça sera des mains de voix qui vont vous ouvrir à devenir des propriétaires, à être chez vous. Taxes académiques ou scolaires et scolaires. Mais aussi sanitaires, c'est-à-dire c'est des taxes académiques Aucun Africain ne doit payer des frais scolaires ou académiques. Ce sont des taxes, ce sont des formes de taxes qu'il faut supprimer. Ce sont des formes de taxes qu'il faut supprimer. Les écoles privées, y compris des écoles privées. Si c'est un Africain qui vient étudier chez vous, vous trouvez d'autres mécanismes de pouvoir mettre en place. Parce que, en fin de compte, nous ne savons pas qu'est-ce que les écoles privées sont en train de donner à nos enfants. Il y a un mécanisme qu'il faut aujourd'hui aller fouiller pour comprendre. Parce que c'est ça qui crée aujourd'hui la forme aussi des classes en Afrique. Ceux qui ont été dans des écoles privées qu'on considère comme des gens qui ont fait des bonnes études et ceux qui sont sortis des écoles de l'État sont négligés. Donc il faut pouvoir commencer à briser ces inégalités, à permettre à toute la jeunesse africaine d'avoir la même chance, d'avoir la dignité de pouvoir prétendre à certaines fonctions, à certaines responsabilités, en commençant par briser ces freins-là. Les freins qui consistent aujourd'hui, nos parents n'ont rien. Les freins qui consistent que nos parents ont beaucoup d'autres chats à fouetter, ont beaucoup d'autres priorités. Il faut leur alléger la charge des taxes académiques et scolaires. Les frais scolaires et académiques doivent supprimer. Les frais de maternité, lorsqu'une femme africaine va accoucher, il faut supprimer ces taxes-là. Il faut supprimer ces taxes, ça doit être gratuit. Il faut supprimer tout ça. Nous allons récupérer, pour ceux qui demandent, nous allons compenser ça par rapport aux impôts qu'on a vus en premier là. Lorsqu'on va imposer ces impôts-là à ces nations et à ces pays, c'est ça qui va compenser tout ça. Les taxes routières ou de circulation. Nicolas Sarkozy avait la malignité de pouvoir faire renflouer les caisses de l'État dont il est aujourd'hui lui-même un grand actionnaire, à pouvoir créer des radars qui aujourd'hui renflouent des caisses de l'État et qui remplissent les poches des politiciens d'ici. Alors en Afrique, lorsque les gens circulent, lorsqu'il y a manquement ou faute d'un point ou d'un mécanisme, le non-respect du code de la route, il y a parfois des taxes, il y a parfois des indemnités forfaitaires qu'il faut payer, il faut supprimer ça. Plus question que les conducteurs africains payent des taxes pour des circulations. Plus question que les Africains payent des taxes. C'est-à-dire qu'il y a une autre forme de sanctions. Ne vous inquiétez pas, il y a des sanctions plus correctives, des sanctions plus disciplinaires qui vont voir les jours. Donc nous allons enlever, parce qu'il faut dépolluer notre société, enlever tous les racines de la finance internationale, de l'oligarchie financière. Vous n'êtes pas en train de comprendre que c'est ça, c'est sur ça, c'est ce qui a permis à l'oligarchie financière de prendre véritablement place. Parce qu'il s'est incrusté dans nos vies. Il est resté ancré dans notre quotidien. Vous voyez comme si c'est normal, mais ce n'est pas normal ce genre de choses. Et l'Afrique doit commencer à pouvoir balayer ça. Nous commençons notre étape de l'assainissement des finances africaines. Et l'assainissement des finances africaines, je vous ai dit, c'est un grand chapitre. Un grand chapitre avec les nationalismes financiers. Et nous avions fait le choix de commencer avec les impôts et les taxes. Les taxes foncières. Les taxes foncières, c'est des taxes qui aujourd'hui fera en sorte qu'aucun Africain ne doit payer des taxes pour des activités agricoles. Ou parce que l'Africain en question possède une terre. Vous savez qu'en Afrique, lorsque tu possèdes une terre, il y a souvent ce que l'État appelle des taxes foncières, des taxes qu'il faut payer quand vous faites des activités agricoles. Il faut des taxes de construction, il faut supprimer toutes les taxes qui consistent à payer de l'argent pour avoir des permis de construire. Des taxes qui consistent à payer de l'argent pour avoir une propriété quelconque. Il faut supprimer ça. La terre d'Afrique a d'autres réalités. L'oligarchie financière a tellement pollué nos pensées,
a tellement pollué nos vies que tout mouvement, tout, l'argent est devenu le centre de tout. Nous allons briser ça pour faire de temps le centre de tout. L'argent est devenu le monopole de tout, la clé qui ouvre toutes les portes. C'est ça la détérioration de mœurs de notre peuple. C'est ça la dépravation de mœurs. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la corruption est devenue quelque chose, une gangrène carrément, j'ose dire, aujourd'hui incurable dans la plupart des sociétés et des États africains. Il faut commencer à toucher ces piliers des choses. Parce que la corruption de l'homme, c'est la corruption de toute une société. C'est la corruption de vos propres vies. Vous êtes corrompus même au sein de couples. Corrompus même dans vos décisions, même dans vos approches de choses. Parce que simplement, on a laissé à ces pilules-là amères, à ces poisons de l'oligarchie financière de pouvoir nous empester partout. Comme nous avions le souci aujourd'hui de faire écouler les piliers de la maison coloniale et impériale dont le colonialisme et l'impérialisme se nourrissent, nous allons faire tomber aujourd'hui à travers des petits détails tous ces mécanismes-là en commençant par supprimer ces taxes-là. Les taxes douanières. 6e taxe. Les taxes douanières. Il faut supprimer toutes les taxes douanières. Un jeune Africain entrepreneur qui quitte Bobo Dioulasso, qui va vendre à Sikasso, ne peut pas payer des taxes. Une jeune maman, une jeune fille qui vend, qui quitte Bobo Dioulasso avec des papayes et qui vend à Ouagadougou ou qui va à Bamako ne peut pas payer des taxes. Il faut instaurer ça. Il faut mettre en place ces mécanismes pour supprimer ces taxes. Un jeune Africain qui quitte Kinshasa et qui veut aller s'installer, se lancer à Dakar, ne peut pas. Oh les guerriers, où êtes-vous? Je veux, j'ordonne, je commande et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Je veux, j'ordonne, je commande et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Je veux, je commande, j'ordonne et j'exige le départ de l'armée française de l'Afrique. Que le déshonneur, vaut mieux la mort 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 que le déshonneur. On voit la République, c'est ce qu'on a de commun. Quand ils disent la chose publique, c'est ce qu'on a de commun. Je pense que dans chaque famille ou dans chaque maison, on a de commun. On peut avoir de commun la femme. C'est-à-dire que c'est un élément qui nous permet de dire que nous sommes. Les armes du crime dans cette maison sont abritées. Les armes du crime avec le sang de populations africaines, avec le sang mémoire de la planète depuis Napoléon, De Gaulle, alors Napoléon Bonaparte. Réveille-toi pour nous dire la quantité de sang de peuple africain que vous aviez versé. Alors